Le jour se lève lentement sur la savane ougandaise. Le ciel s'embrase de teintes dorées, ocre et roses, pendant que la lumière s'étire sur les plaines encore baignées de fraîcheur. Le silence de la nuit cède doucement la place au premier souffle du matin. Le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes et les premiers mouvements des animaux dessinent peu à peu le réveil d'un monde vibrant et ouvert. À mesure que la lumière gagne en force, notre regard quitte cette plaine infinie pour remonter vers les hauteurs. Là-haut, bien au-delà des savanes brûlées par le soleil, un autre monde émerge, celui des forêts tropicales. Le soleil peine à percer l'épaisse canopée, l'air est plus frais, plus humide, enveloppé d'un silence dense, presque sacré. Une autre ambiance règne dans ces montagnes brumeuses. La biodiversité s'épanouit en un spectacle infini. Une danse silencieuse entre des milliers d'espèces qui ont trouvé ici un refuge. Un univers secret aux frontières de l'invisible où évolue un être aussi rare que fascinant. C'est ici, dans le parc national de Bwindi, à plus de 1500 mètres d'altitude, que le même rituel prend place chaque matin. Le son des tambours résonne dans la forêt. Les voix s'élèvent. Mains et pieds battent au rythme de la musique. On y trouve une énergie qu'on ne saurait expliquer, une vibration qui traverse les corps et les cœurs. Il ne s'agit pas là d'un spectacle, mais bien d'un moment de partage. Et alors que notre cœur bat encore au rythme de la musique, il est temps d'assister au briefing, car pénétrer ce sanctuaire n'est pas sans conséquences. We'll take you through the briefing. Then they will always have someone from the community hospital who speaks to us for like 2 minutes. And then they will have another ranger who will come here to read for us the different gorilla families that will travel. Après ce moment d'écoute attentive, les groupes sont formés, car à chaque équipe est attribuée une famille de gorilles. La nôtre est quelque part là-haut, au cœur de la jungle, et nous allons partir à sa rencontre. Commence alors une marche dans ce territoire inconnu. Le souffle se fait plus court et les corps se réchauffent, car la forêt impénétrable de Bwindi porte bien son nom. Un chemin escarpé et dense nous attend. Autour de nous défilent les secrets d'une nature qui défie le temps, nous laissant cette sensation de traverser un monde ancien. Le rythme est dicté par la forêt elle-même. Elle impose ses règles et ses détours. Les rangers travaillent de pair avec les pisteurs partis bien plus tôt à l'aube. Ils jouent à un jeu de piste ancestral, millimétré, où chaque détail parle et chaque trace donne un indice. Une feuille fraîchement brisée, un excrément encore chaud, le moindre signe nous fait redoubler d'attention. Nos oreilles finissent par capter un sifflement. Les corps se figent alors que nos cœurs s'accélèrent, tandis que nous cherchons des réponses dans le regard de notre ranger. On perçoit comme une tension électrique dans l'air. Ils sont là, puissants mais paisibles, incarnant une part de mystère mais également une part d'humanité. Derrière leur silhouette imposante se cachent des êtres sociaux et fragiles, étroitement liés à l'équilibre de leur habitat. Désignés sous le nom scientifique Goringa Beringe Beringe,
Les gorilles des montagnes font partie des 4 sous-espèces de gorilles sur Terre. Dans cette forêt tropicale située entre 1500 et 2800 mètres d'altitude, ces géants ont su s'adapter. Protégés du froid et de la pluie par leur épaisse fourrure, ils se déplacent avec aisance grâce à une morphologie parfaitement adaptée à leur environnement. Car dans ces hauteurs brumeuses, ils sont chez eux. Leur alimentation, bien que 99% végétarienne, est étonnamment riche et changeante. Feuilles, tiges, jeunes pousses et fruits constituent leur menu quotidien, pouvant représenter jusqu'à 20 kg par adulte, parfois plus. Selon la saison, ils privilégient tantôt les fruits sucrés, tantôt le bambou ou les herbes. En se nourrissant ainsi, ils participent aussi à la dispersion des graines, jouant un rôle essentiel dans l'équilibre de la forêt. Chaque matin, le groupe s'adonne à cette quête alimentaire, dédiant les heures matinales à chercher, mâcher, digérer. Puis viennent les temps de repos. Des moments calmes, souvent partagés, où chacun prend soin de l'autre. Les femelles s'occupent de leurs petits ou se toilettent, tandis que les adolescents entraînent leurs aînés dans des jeux, parfois animés. La patience des mères est mise à rude épreuve. Comme celle du mâle dominant. Avec ses 200 kilos, le dos argenté est dessiné pour impressionner. Il doit son nom au poil gris présent sur son dos, n'apparaissant qu'à partir de 14 ans. Ils sont le signe distinctif de son passage à l'âge adulte et de sa nouvelle fonction, celle de protecteur du groupe. Malgré son physique, il est avant tout un compagnon et un père affectueux qui n'utilise sa force que pour se protéger et protéger sa famille. Les femelles, plus discrètes et petites, atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 7-8 ans. Moment où elles quittent alors leur groupe de naissance afin de joindre un mâle solitaire ou un groupe déjà formé. Elles ont un rôle clé puisqu'elles permettent la perpétuation de l'espèce en donnant naissance à un petit après une longue gestation de près de 9 mois. À la naissance, le bébé gorille pèse à peine 2 kg et il passera les premiers mois dans les bras de sa mère. Avec le temps, il finira par s'accrocher au dos de celle-ci avant de commencer à explorer le monde sous sa surveillance attentive. Le jeune gorille traversera une phase juvénile d'environ 3 ans durant laquelle il ne sera plus porté par sa mère, mais il grandira au rythme des apprentissages, des jeux et des gestes tendres. Il sera entouré d'un groupe soudé et protecteur car chez les gorilles des montagnes, la famille est une institution.
Au fil du temps, les femelles nées iront rejoindre un autre groupe pendant que les mâles évolueront en black pack et apprendront à défendre leur famille pour peut-être un jour prendre la place du dos argenté. La forêt impénétrable de Bwindi compte la moitié de la population mondiale des gorilles, répartis en 50 groupes environ, chacun comportant entre 5 à 50 individus. Les contacts entre groupes sont inévitables suite à la réduction de leur habitat ces dernières années. Mais heureusement, les gorilles ne sont pas des animaux territoriaux. Chaque famille parcourt un domaine vital qui chevauche généralement celui de 2 à 3 autres familles. Pendant des siècles, ils ont parcouru les forêts tropicales de la vallée du Rift en rois incontestés. Malheureusement, ils ne sont plus maîtres de leur destin. Leur survie repose entre les mains de leurs cousins, les Homo sapiens. Les gorilles des montagnes font face à des menaces qui compromettent leur survie chaque jour. Et l'un des plus grands fléaux n'est peut-être pas celui auquel on pense en premier: la transmission de virus et de maladies. À chaque pas que nous faisons dans leur monde, c'est une brèche que nous ouvrons. Le danger ne porte plus d'âme ni de piège, il est invisible et il vit en nous. The biggest threat now to the mountain gorillas is disease. No longer poaching, no longer habitat loss, no longer encroachment. Disease is key. Ils partagent plus de 98% de notre ADN. Mais cette proximité, fascinante sur le plan scientifique, les rend terriblement vulnérables. Grippe, bronchite, maladies infantiles et bien pire encore, leurs systèmes immunitaires n'y sont pas préparés. Une infection bénigne pour un humain peut devenir mortelle pour un groupe entier. Le virus Ebola avait rappelé brutalement cette réalité. Entre 2002 et 2016, cette épidémie a décimé des populations entières, éradiquant jusqu'à 90% des gorilles. Une modélisation par simulation avait montré que moins de 20% de la population aurait été susceptible de survivre après l'infection d'un seul individu. Things like Ebola, we know for sure Ebola, anthrax, other respiratory viruses have killed great apes in other countries in massive numbers. So we want to make sure that doesn't happen. Because once it does, treatment options are not very easy, are not very quick. Think about Ebola. We don't have a vaccine for animal Ebola vaccine if that came. And we know it can kill gorilla. That would be a huge challenge, of course. Cette menace sanitaire est d'autant plus préoccupante que les frontières entre l'homme et la forêt ne cessent de s'effacer. Les communautés rurales s'installent plus près des zones protégées, poussées par la pression démographique et la nécessité de cultiver. À mesure que les champs de bananiers s'étendent, les gorilles, curieux et opportunistes, s'aventurent hors de leur sanctuaire, attirés par ces fruits si faciles d'accès. Ces incursions les exposent davantage aux agents pathogènes. Mais ce ne sont pas les seuls visiteurs. Les babouins, bien plus intrusifs, s'infiltrent régulièrement dans les villages, pillant les cultures, fouillant les habitations. Leur mobilité entre zones habitées et forêts en font de potentiels vecteurs de maladies qu'ils peuvent ensuite transmettre aux gorilles. La forêt n'est plus un refuge étanche, c'est un carrefour fragile, traversé de tous côtés. Le braconnage, lui, continue d'exister, souvent indirectement. In this part of the world, there were lots of poaching, and people are not targeting gorillas for food. They are targeting other wildlife species, small antelopes. So gorillas used to be accidental victims caught in poacher snares. Mais les jeunes, eux, suscitaient toujours la convoitise. Animaux de compagnie exotiques, ils étaient encore victimes d'un trafic cruel il y a un peu plus de 10 ans, arrachés à leurs parents au prix du sang. Bien qu'on observe une nette amélioration à ce sujet, certains accidents isolés persistent. Cela a été le cas en 2024 avec Zeytin, ce jeune gorille de 5 mois qui avait été retrouvé dans la soute d'un avion en direction d'Istanbul. Le dernier cas de braconnage, lui, remonte à 2020, avec la mort de Rafiki, l'un des gorilles les plus connus en Ouganda. À cela s'ajoute la lente fragmentation de leur habitat. Durant le siècle dernier, 80% des forêts tropicales d'Ouganda ont été perdues. Ce qui semblait être avant un océan de forêts ne repose plus que sur 2 îlots de survie. La forêt impénétrable de Bwindi,
est le parc national des Virunga, à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Des poches de vie précieuses qui auraient pu disparaître si dans ce paysage d'ombre, une femme n'avait pas fait naître une lumière. Au XXe siècle, les gorilles des montagnes furent au bord de l'extinction. À peine 275 individus subsistaient en Afrique. Face à cette urgence, Dian Fossey, primatologue américaine, s'installe en 1967 dans les montagnes des Virunga, au Rwanda, et fonde le Karizoke Research Center. Inspirée par George Bichaler, elle développe une méthode unique pour approcher les gorilles sans les perturber, en imitant leur comportement et expression. En un an, elle parvient à habituer plusieurs familles à sa présence. Le monde découvre son travail grâce aux photographies de Bob Campbell qui feront la une du National Geographic en 1970. Les images bouleversantes d'une femme au milieu des grands singes font naître une prise de conscience. Les gorilles ne sont ni féroces ni invincibles, ils sont vulnérables. Son combat acharné et sans compromis finit par lui coûter la vie. En 1985, elle est assassinée dans des circonstances toujours floues. Elle fut enterrée aux côtés de Digit, gorille avec lequel elle partageait un lien particulier et qui avait été tué en 1977 par des braconniers. Aujourd'hui, son héritage perdure à travers le Dian Fossey Gorilla Fund, initialement Digit Fund, né en hommage à celui-ci. Grâce à l'élan qu'elle a initié, la population de gorilles des montagnes a doublé, atteignant près de 1100 individus. Un fragile succès dans un monde qui ne leur laisse que peu de place. Vivement critiquée, la stratégie radicale mise en place par Dian Fossey a pourtant posé les bases d'une conservation efficace. Mais la survie de l'espèce repose sur des efforts continus et sur des stratégies adaptées aux défis actuels. Depuis son époque, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour protéger ces primates avec 3 piliers principaux. La création de zones protégées, l'implication des populations locales et la vigilance sanitaire. L'écotourisme s'est imposé comme un levier essentiel dans la protection des gorilles des montagnes. Grâce à une approche bien encadrée, il permet non seulement de financer leur conservation, mais aussi d'impliquer activement les populations locales. The money you pay goes to the government treasury. It improves on the public utilities, paying salaries for civil servants, and supporting other protected areas that do not generate any revenue. We have some wildlife reserves where even tourists cannot reach. But the rangers are there protecting flora and fauna. They need food, they need uniforms, they need salaries, they need allowances, and all that is being done because of you guys paying a gorilla permit. Because the 100% that UWA collects, wind alone contributes about to 65%. So it's the basket of Uganda Wildlife Authority and at the same time the government at all. And through coming here, sometimes you go and support the communities by sleeping in the hotels. Remember, most of the people who are working there are from around the community, apart from maybe the technical people who may be from very far, but like the community lodge where you're staying, most of them are people who are born along the park, here. And still, when you go in the handcraft shops, you buy the crafts, you take potters, you know you have supported gorilla conservation because they will keep singing about mountain gorillas. The art you're seeing in the communities, if this national park was not gazetted, I don't think they would be doing this. They are doing this because of tourism. Grâce au tourisme responsable, hommes et gorilles ont retrouvé un chemin commun, celui du respect et de la coexistence. Les gorilles sont désormais soutenus par un vaste réseau d'acteurs engagés. Institutions de recherche, associations locales, ONG internationales et bien d'autres encore. La mobilisation est collective, multiforme et elle ne cesse de grandir, car préserver une espèce aussi fragile exige du temps, de la persévérance
et des actions menées sur de nombreux fronts. Parmi ces acteurs de l'ombre, une organisation joue un rôle crucial, Gorilla Doctors. Leur mission est de veiller à la santé des gorilles directement sur le terrain. Fondée en 1986, cette équipe de vétérinaires spécialisés intervient pour surveiller l'état de santé des gorilles. Pour cela, ils travaillent de pair avec les rangers qui patrouillent dans la forêt, observant les groupes habitués à la présence humaine. Leur mission consiste à détecter toute souffrance et à agir en conséquence. Si un gorille montre des signes d'amélioration dans les jours suivant son signalement, on le laisse se rétablir naturellement. Mais si son état se dégrade, les vétérinaires n'hésitent pas à intervenir pour identifier et traiter la cause. En cas d'urgence, une intervention immédiate est mise en place. Cette vigilance constante permet de repérer rapidement une blessure, une maladie ou un comportement inhabituel. And to supplement on that, it's evidence-based medicine because we are partly involved in research, which informs part of the conservation medicine practice that we do with the gorillas. So we are involved in non-invasive research most of the times, which involves like collecting fecal samples from the gorillas and understanding what patterns of change are undergoing in terms of disease transmission within the gorillas as a species, but also cross-host transmission, that is gorillas and other sympatric species like baboons, monkeys, but as well the communities surrounding the livestock on the edge of the park, that we believe that there is always this ongoing silent cross-transmission between the gorillas and the other wildlife species and livestock. Discrets mais essentiels, ces vétérinaires ont sauvé des dizaines de vies. Leur travail incarne une évidence trop souvent oubliée. La survie de cette espèce passe principalement par sa santé. Aujourd'hui, les efforts de conservation ont permis aux gorilles des montagnes de se relever du bord du gouffre. Leur population a doublé en quelques décennies. Une rare victoire dans un monde où tant d'espèces disparaissent dans l'indifférence. Ils sont devenus les ambassadeurs d'un modèle de conservation qui fonctionne. Grâce à l'engagement des communautés locales, au soutien des vétérinaires, des partenaires, aux efforts constants des rangers, mais aussi à la présence des visiteurs du monde entier, leur avenir s'écrit avec un peu plus de lumière. Mais quel avenir leur réservons-nous ? Car la survie des gorilles des montagnes ne repose pas sur la seule chance ou sur un miracle scientifique. Elle dépend de notre capacité à repenser notre place dans le monde vivant, à choisir un tourisme plus respectueux, à soutenir des acteurs locaux et à faire de leur cause notre cause. And we must do everything we can to make sure our future generations are going to find these animals on this planet. That hope can only be realized if we all do our part. We support conservation, we do things that promote and support so that our next future generations are able to find the same species that have been on this earth. We don't want to be the last generation to see animals getting extinct. When we know there are things we can do to save extinction or disappearance of animals. Nous avons déjà prouvé que leur sort n'était pas une fatalité. La vraie question désormais n'est plus « pouvons-nous les sauver ?» mais bien « allons-nous continuer à le vouloir et à agir tant qu'il est encore temps ?»